À première vue, une salle de pole dance ressemble à un gymnase ordinaire. Miroirs tapissant les murs, barres verticales alignées comme des mâts d'acier, rire étouffé, musique vibrante. Et c'est d'ailleurs tellement étrange de commencer à introduire la conteuse du jour de telle manière. Mais en même temps, le raconteur commença dans ce vulgaire magnifique qui n'est autre qu'une femme qui danse. Bref, j'ai reçu les confidences d'Estelle Henria, dont on ne peut plus douter de l'existence. J'ai rencontré, dans une pièce de quelques mètres carrés, aux rideaux noirs et aux éclairages cinéma, une femme noire qui n'a eu de cesse de me conter le concept de soi, son concept de soi. Dans presque une heure de palabres, nous avons passé l'Afrique, le Cameroun et les religions, la charge raciale des femmes noires, leur hypersexualité et leur surénergie masculine présumée. Mais surtout, elle, Estelle Henria, a déterminé la définition d'une femme, de son ébène à son cœur, de sa candeur à son pouvoir d'être. Et après cette jacasserie, j'avoue que j'ai rêvé d'être l'oiseau qui répète à tout va, le perroquet qui jase toutes les beautés de l'africaine pour toutes ses petites sœurs. Maintenant, voici son histoire. Maintenant, voici mon compendium. Estelle Henria, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté cette entrevue. Bonjour Mo, et merci de m'avoir conviée. Avec grand plaisir, comment tu vas aujourd'hui? Un peu fatiguée, mais ça va. Très bien. Pourquoi? Je dirais que la qualité de mon sommeil dernièrement il y a un peu à désirer. Puis j'ai un sommeil très capricieux. Fait qu'une fois que je suis debout, je ne peux pas me rendormir. Et j'ai commencé ma journée assez forte parce que j'avais un cours de pole dance plus tôt. Ce qui fait que j'ai pas rattrapé mon sommeil. Il fallait que je cours d'un point X à un point A et que je m'apprête et que je ressorte, etc. Ça m'a essoufflé un petit peu, mais ça va. Pas de quoi m'abattre. C'est intéressant que tu nous parles de la pole dance. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus sur cette discipline qui est parfois hyper sexualisée d'ailleurs? Ah, mais avec plaisir. Je pense que c'est vraiment plus psychologique qu'autre chose. J'aime me référer quand je parle à des gens qui sont un peu plus ouverts comme de la calisthénie, mais calisthénie. En tout cas, faudrait que je trouve le nom exact, mais il y a une discipline que je retrouve plus chez les hommes de façon générale, où c'est vraiment un rapport à son force. C'est-à-dire c'est vraiment apprendre à maîtriser sa propre force. Ça fait qu'ils auront tendance à pouvoir se soulever juste par le poids de leur force. Ils prennent pas de... Il n'y a pas de détente, il n'y a rien du tout. C'est vraiment toi et la force de ton corps, savoir le manier. Et je trouve que la pole dance, c'est un peu la même chose, sauf que du coup, c'est avec une pole. Parce que... euh, je ne saurais. Je pense qu'il y a une histoire. Effectivement, si on s'assoit et qu'on regarde, il y a une histoire sur la raison pour laquelle c'est sexualisé. On ira même de façon très courte, qu'on va parler des bars à striptease ou autres. Mais je pense que si ça arrivait au point où ça a pu se retrouver dans un bar à striptease, c'est peut-être parce que la discipline en elle-même était très belle. C'est-à-dire la danse, par exemple, on a tendance à faire référence aux danseuses de cabaret. Ça a toujours une petite dénotation sexuelle, mais c'est pas pour autant qu'on sexualise la danse de façon générale. Et je trouve que c'est dommage qu'on fasse la même chose avec le pole dance parce que c'est vraiment physique. C'est très gracieux. Il faut beaucoup de flexibilité, de force dans les bras, la coordination du mouvement parce que non seulement tu dois manier ton propre poids, mais ton propre poids autour d'une pole. Je n'ai pas de diplôme particulier en physique, mais vous savez, plus on se rapproche du centre et plus ça va vite. C'est la même chose avec la pole. Enfin, fait que c'est vraiment très demandant. Quand tu sors de là, même en termes de force physique et de mindset, c'est challengeant. Honnêtement, je conseillerais à n'importe qui de l'essayer. Après, il y a des gens qui sont plus fermés, mais bon, chacun voit. Et donc Estelle Henria, c'est un prénom très original. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? Alors bien sûr, mon prénom, ce n'est pas, comment dirais-je, je suis, en fait, j'hérite des prénoms des membres de ma famille. Estelle, c'est ma feu tante. Alors mon père a une petite sœur qu'il a perdue l'année de ma naissance. Et elle était réputée pour avoir vraiment un bon cœur. Elle avait une très bonne personnalité. On ne disait que du bien d'elle. Malheureusement, ça a été une mort un peu brusque. Et Henria, mon grand-père, du coup le père de mon père s'appelle Henri. Mon père s'appelle Alex. Fait que ma mère ne voulait pas m'appeler Henriette. Elle trouvait que ça faisait un petit peu vieux jeu. Donc elle a vraiment voulu couper. Puis elle trouvait que c'était original. Ma mère a toujours aimé un peu faire les choses avec intentionnalité pour que je sois différente. Dites-vous que même mon anniversaire, elle l'a calculé pour que je naisse en août. Fait que tout était vraiment fait exprès. Fait que Estelle Henria, en gros, je porte le prénom de ma famille. Tu viens de nous parler un peu de ta famille. Quel est ton rapport avec celle-ci? Dans quel contexte parental tu as vécu? Alors j'ai grandi dans un majoritairement monoparental, c'est-à-dire mes parents, ma mère s'est mariée assez jeune, et m'a eu, elle avait 25 ans, mais elle s'est mariée à 23. Savoir qu'avant ça, mon père a vraiment été le premier amour de ma mère. Malheureusement, il y a d'autres réalités conjugales
qui, comme dans la vie de tous les jours, ça nous met face à nous-mêmes. Il faut faire un choix, se choisir nous-mêmes, choisir l'autre. Ma mère a préféré se choisir pour le mieux, honnêtement. Si ça avait été mon amie au jour d'aujourd'hui, je lui aurais dit de faire la même chose, honnêtement, parce que c'est la famille de mon père. Fait que je grandis majoritairement avec ma mère. C'est elle, un peu mon père et ma mère pendant que j'évolue. Et elle s'est vraiment très bien battue. C'est-à-dire, ma mère a toujours été une battante. Elle n'a pas eu la vie facile, mais ça l'a pas pour autant, niveau valeur et niveau poigne. Oh là là. J'aime souvent dire aux gens que je n'ai peur de personne d'autre que Dieu et de ma mère sur terre. Donc, majoritairement avec ma mère, la famille de ma mère aussi. La famille de mon père, je la vois un petit peu moins que ça en grandissant, mais je sais très bien qui ils sont, je sais d'où ils viennent, je sais où les trouver également, j'ai leurs contacts. Et j'étais très 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 proche de mon grand-père, du coup le père de mon père, monsieur Henri. Je porte le même nom de famille que lui, donc Henri D. Henri A.D. exactement. On était très très proches jusqu'à son décès en 2020, fait qu'il décède une année avant que je ne vienne. C'était dur. C'était extrêmement dur parce que c'est la seule figure parentale, enfin paternelle que j'ai eue de façon très fixe. Pour des raisons plus personnelles, mon père n'a pas pu être présent, j'ose croire, comme il aurait été. Mais mon grand-père a fait très bien l'affaire, on était tellement complices, il m'appelait tout le temps, il était au courant de tout, il s'impliquait partout. Et aussi, des enfants de mon grand-père, je suis la première qui naît d'un de ses fils, parce qu'il a eu il a 4 fils, mais des plus jeunes, fait que je suis le premier enfant de son fils aîné. Donc je grandis plus proche que, parce que mes autres cousins aussi n'habitent pas nécessairement au Cameroun, parce que je suis née, j'ai étudié, j'ai grandi au Cameroun avant de venir. Donc je grandis vraiment proche de lui. Et majoritairement, je pense que c'est ça, hein, j'ai fait le tour. Ouais, au niveau du cercle familial. Ouais. Est-ce que ton père t'a manqué? Est-ce qu'il te manque? C'est compliqué à dire parce que je trouve qu'on ne ressent le manque d'une chose que l'on a expérimenté suffisamment pour s'en rappeler. Mes parents se séparent, j'ai 3 ans. Ce qui fait que, après, je vis majoritairement ma mère. Mon père continue de venir me voir. Je le vois assez souvent, mais vu qu'on n'a pas développé de relation comme ça, c'est comme ok. C'est-à-dire, celui qui prend la place du père dans ma vie, c'est mon grand-père. C'est lui que je vois, à qui je parle à tous les jours, mes affections. C'est vraiment lui qui est la figure paternelle, comme on dit, la fille à papa. Mon père, je sais que c'est mon père. Je connais les informations, je dirais, civiles qu'il faut savoir de lui, où il est né, quel jour il est né. C'est une astrologique. Où il vit, ce qu'il fait dans la vie, mais des informations assez génériques. Je pense que plein de personnes peuvent dire plus que moi, même sur mon propre père. Ce qui fait que je grandis quand même avec un vide, on peut dire ça, parce que tu grandis, tout le monde a son père et sa mère. Toi, tu sais c'est qui ton père, tu sais où il est, mais tu peux pas expliquer qu'il n'est pas là, que le rapport est différent. Une petite anecdote qui est même un petit peu triste. Une fois, la Fune était venue en concert au Cameroun et il a sa chanson Il chante son père. Et je me rappelle, oh là là, j'ai tellement pleuré ma race. J'étais là, j'avais moins de 10 ans, mais je pleurais tellement fort. Pourquoi mon papa m'aime pas? Enfin bref, ça allait dans tous les sens. Mais je dirais que la grâce que Dieu m'a fait, parce que je suis croyante, c'est que même si mes rapports avec mon père n'étaient pas aussi proches que j'aurais aimé, il m'a toujours donné des figures paternelles d'une façon ou d'une autre. En dehors de mon grand-père, j'ai au moins 3 amis à ma mère qui, au long de ma vie, ont vraiment été comme des pères pour moi. Le meilleur ami de ma mère a toujours été au four et au moulin pour moi comme mon père. Ma mère a un autre ami à elle qui, en fait, physiquement, de faciès, ressemble beaucoup à mon père. Parce que mon père est grand, il est clair de peau, il porte des lunettes. Fait que quand je le rencontre la première fois, c'est la première chose que je dis à ma mère. Je lui dis comment il ressemble à mon papa. Fait que je commence à l'appeler papa un peu pour le déranger. Mais de là, il a commencé à m'adopter. C'est devenu mon père aussi. Ma meilleure amie du primaire aussi. Parce que dans ma petite enfance, j'ai déménagé comme 3 fois de ville avant mes 7 ans. Avant de m'établir de façon plus définitive à Douala. Et quand j'arrive, ma meilleure amie aussi, on a exactement le même âge, on est dans la même classe, on a les mêmes centres d'intérêt, donc je commence à beaucoup aller chez elle. Et son père aussi, du coup, m'adopte dans la foulée. Et quelque chose qui m'a beaucoup marqué, ce qui fait que j'ai pas un rapport, je dirais, hostile envers les hommes, c'est que à travers ces autres figures-là, j'ai su qu'un homme pouvait être un bon père également. Il était super proche de ses enfants. Je dirais qu'on était plus contents quand lui il était là, même un peu que sa mère. Enfin, on les aimait tous les deux, mais vu qu'il n'était pas souvent là, mais quand il était là, tout le monde était content. Pour te dire, c'est le genre de père, même s'il rentrait tard à 21h, tout le monde arrêtait ce qu'il faisait pour aller le chercher dans la voiture, hein, carrément, prendre ses affaires, prendre une chaussure juste pour le débarrasser, etc. Ça fait que je ne me suis pas sentie
des aimer ou délaisser de façon concrète. C'était plus de se dire que quelqu'un à qui j'ai un rapport direct, j'aurais aimé avoir ça avec lui, malheureusement, mais j'avais des substituts. C'est pas exactement la même chose, mais ça fait quand même pas mal la différence, je te dirais. Tu as évoqué Dieu. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ta croyance, de ta religion? Alors oui, je trouve que j'ai un background assez intéressant. Donc, ma mère vient d'une tribu de l'extrême nord du Cameroun, réputée pour être majoritairement musulmane, à la frontière avec le Tchad. D'ailleurs, la grand-mère de ma mère est tchadienne. Vraiment, mon historique familial, je ne me suis pas encore assise moi-même pour voir mon arbre généalogique, mais il y a pas mal de trucs. Du coup, le père de ma mère est musulman. La mère de ma mère a été... elle a beaucoup découvert dans sa foi et actuellement, elle est témoin de Jéhovah. Du côté de mon père, ils sont catholiques. Donc, quand ma mère, elle a l'internat, elle a été catholique, mais sa mère restait témoin de Jéhovah. Fait que quand mes parents... Je grandis dans une maison qui, à la base, est catholique. On va à la messe le dimanche. Jésus, Marie, Joseph. Et quand mes parents se séparent, je me retrouve avec ma mère. Et la mère de ma mère commence à s'occuper de moi. Fait que je dirais qu'une grande partie de ma croyance, de l'image que j'ai de Dieu, a été façonnée par les témoins de Jéhovah. Ce qui fait que, comparé à la croyance commune qu'on a de voir les témoins de Jéhovah comme une secte, on a tendance à un peu juger le fait qu'ils ont des règles relativement strictes. Moi, j'ai pas du tout cette appréhension-là. Je reconnais que oui, il y a des préceptes religieux qui sont un peu durs. Moi, le fait que ma mère était chrétienne fait que je n'étais pas totalement forcée à adhérer à ça. Je dirais que j'ai réussi à prendre le mieux. Ça a vraiment façonné mon amour pour le prochain. Pardon, cette façon d'être juste là avec son prochain. Et au secondaire, je vais dans un établissement confessionnel catholique. Fait que ça me rapproche encore de ma religion à la base. Moi, pour ma part, je suis catholique. Hein, je pense que... Hein, bon, j'ai ma petite croix, ma petite Marie un petit peu partout. Je suis catholique baptisée et communiée. Mais en termes de religion, je me considère plus comme quelqu'un de spirituel que de religieux. Parce que, ayant grandi avec ce background un peu mixte là, je n'ai jamais vu une religion comme la vérité absolue. Ensuite, on m'a éduquée avec beaucoup de, je dirais, de justice et d'intégrité. Fait que je voyais jamais vraiment de différence entre moi et les autres. En grandissant, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'intérêt pour tout ce qui était un peu exotérique. Mais d'un point de vue toujours un peu religieux, hein, on s'entend... je ne pratique pas. Je ne suis pas adepte de... Hein. C'est autre, mais voilà, hein, on va pas s'égarer. Mais j'ai commencé à vraiment beaucoup m'intéresser. La chance que j'ai, c'est que bien que l'établissement était confessionnel catholique, c'était dirigé par des jésuites. Ça, c'est une branche encore du catholicisme. On avait un cours qui s'appelait Culture humaine et religieuse, qui dans le fond se voulait vraiment nous éduquer sur du coup la culture humaine et religieuse, le rapport à l'autre, la croyance, etc. Et je me rappelle en particulier, je pense ma première année lycée, on avait une série d'exposés sur les différentes religions. Donc on explorait les religions monothéistes et les religions un peu plus polythéistes, je pense que c'est ça qu'on dit. Oui. Donc de là, le fait de vraiment avoir des gens qui ont pris du temps de faire une recherche, de faire un exposé. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse à tous les domaines, pour tout et pour rien. J'aime juste apprendre, ça me passionne de toujours apprendre de nouvelles choses. Et comme j'ai mentionné, l'ésotérisme spirituel m'intéresse. Fait que j'ai eu un bref aperçu quand même assez détaillé des religions monothéistes, c'est-à-dire les religions un peu plus abrahamiques, les religions aussi polythéistes. Et je me suis rendu compte que finalement, la question de la religion, les débats qu'on voit souvent religieux, je trouve que pour moi c'est des non-sens. Je ne vois pas exactement pourquoi est-ce que ça existe et pourquoi est-ce que c'est autant un grand souci. Parce que prenons juste les religions monothéistes par exemple. Quand tu lis ou bien quand on t'explique un peu le principe derrière et que tu vois toutes les similitudes entre ces religions-là, au point même de voir qu'ils partagent toutes les trois un même lieu saint, je me dis comment est-ce que c'est possible que l'on soit autant en désaccord lorsqu'on est autant en accord, à tel point que pour moi, c'est juste ma philosophie, vraiment, prendre avec une pincette. Mais pour moi, je trouve la religion juste une façon d'aimer du chacun à sa façon, tu vois. Quand il s'agit, je sais pas, de faire son lit, chacun a sa façon de faire son lit. Il y a des gens qui préfèrent commencer par mettre les têtes d'oreiller avant de mettre le drap principal et la couette. D'autres préfèrent commencer par la housse de couette. La vérité est que la finalité est la même. Et surtout, j'ai jamais compris, si les chrétiens croient en un Dieu, les musulmans en un Dieu, les juifs en un seul Dieu, qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas le même Dieu, seulement qu'on décide de l'appeler autrement?
J'ai pas envie qu'on attrape ma veste et qu'on entre dans les débats. Je ne suis pas ouverte à un débat, ça c'est juste ma perception à moi. Et je préfère l'apprendre comme ça parce que ça me rend beaucoup plus ouvert à l'autre, du coup, à la différence de l'autre. Je suis catholique, mais je dis très souvent Inch'Allah. On va retrouver ça, tout Inch'Allah, Mashallah, Alhamdulillah. Et ce qui est drôle en fait, c'est que les gens associent ça uniquement à l'islam, mais c'est de l'arabe. C'est une belle façon de dire gloire à Dieu. C'est vraiment court et efficace pour ma part, donc je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de très belles valeurs dans l'islam. Il y a de très belles choses à tirer de l'islam. Il y a des parties un peu plus intéressantes aussi du côté du judaïsme. Comme j'ai juste oublié le nom, mais apparemment ils ont un concept qui fait que dans une communauté, si on a un frère juif qui fait quelque chose, même si on connaît quelqu'un qui le fait mieux que lui, pour le supporter, on va tous se référer à lui. Je trouve qu'il y a vraiment de belles trucs dans chacune des religions. Et comme je dis, pour moi, c'est vraiment comme une façon de faire quelque chose, comme une recette de pâte à crêpes, chacun a sa recette et puis le résultat final est le même. Maintenant, concernant les religions plus polythéistes comme l'hindouisme, le bouddhisme, etc., quand j'ai découvert c'était quoi le fondement du bouddhisme et le précepte principal du bouddhisme, pour ceux qui ne le savent pas, le bouddhisme en gros, pour vraiment résumer de façon grossièrement, c'est un adepte qui s'est rendu compte que la vie est faite de bien et de mauvais et que le but de la vie ce serait d'apprendre à du coup balancer le bien et le mauvais pour avoir un certain équilibre. Et avec ces préceptes-là, il y a quand même pas mal de principes qui, lorsque tu le regardes d'un point de vue totalement humain, c'est pas sorcier. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de préservation de soi. Ça rejoint le principe, on va dire, les catholiques où ton corps est un temple, fais-y attention, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, une bonne hygiène de vie, etc. Enfin, tant de choses où quand tu regardes, tu te dis, finalement, c'est pas si pire et tu as du mal à comprendre pourquoi est-ce que l'on dépeint la différence comme étant autant mauvaise. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi étant catholique. C'est vrai qu'il y a une personne qui m'a dit, oui, non, traîne pas avec eux parce que, ou bien c'est mauvais, mais il y a toujours cette atmosphère-là qui tourne autour de tout ce qui est différent, surtout en matière de foi, qui, par la grâce de Dieu et par la chance, j'ai jamais vraiment grandi avec ça. Moi, c'est vraiment un concept autre. Je crois en Dieu, tu crois en Allah, bah très bien, explique-moi, raconte-moi ce qu'est Allah, etc. J'ai une de mes très bonnes amies, c'est comme une sœur à moi, elle est musulmane. Et ça n'a jamais rien changé, c'est-à-dire que, comme je dis, une partie de ma famille, même musulmane, genre vraiment pour moi, tout ça c'est du pareil au même. Honnêtement. Après, il y a des questions plus existentielles, l'enfer et tout ça, paradis. Moi, je vais vous mentir, en tant que catholique, c'est pas des questions que je me pose. Parce que je suis concentrée à vivre la vie que mon Dieu m'a amené à vivre ici de la meilleure des façons possibles. Et comme je dis, moi, je crois beaucoup plus sur l'aspect spirituel, c'est-à-dire le rapport avec Dieu. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que moi. Déjà, il y a intérêt parce que je ne peux pas. I cannot do this by myself, ok? Je ne peux pas faire ça tous les jours, toute seule. Je préfère croire qu'il y a quelqu'un qui a la vérité absolue que de croire par moi-même. C'est pour ça que souvent, je dirais que je ne sais pas comment les non-croyants font. Parce que moi, savoir que je suis genre, tout ça là, c'est ma responsabilité. Je ne peux pas. C'est-à-dire que cut the show, I don't wanna know. Donc, c'est dans ça que je me réfugie un petit peu. J'ai beaucoup divagué, hein, ouais. Donc tu es camerounaise. Quelle est la part du Cameroun dans ton cœur, dans ton existence? Alors, comment expliquer ça? Je suis quelqu'un de très ouvert. Quand je dis très ouverte, c'est-à-dire je suis très ouverte, je suis très curieuse. Comme on dit, les goûts et les couleurs aussi ne se disputent pas. Et moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je suis une Camerounaise, mais très ouverte. La preuve, beaucoup de personnes, quand ils me rencontrent la première fois, ne se disent pas que je suis Camerounaise. Après, je comprends beaucoup pourquoi. Toute personne qui a vraiment été enracinée dans sa culture, il y a des personnes qui genre leur origine, leur nationalité, c'est toute leur existence, c'est-à-dire ça façonne qui ils sont de façon générale. Mais moi, pas vraiment. C'est une très grosse partie de qui je suis parce que c'est d'où je viens. Ce sont mes racines, c'est ma culture, c'est ma terre d'origine. Mais je suis tellement ouverte que beaucoup de choses qui font de moi qui je suis proviennent d'horizons vraiment diverses. Je me considère même comme, comment expliquer ça, une représentation du panafricanisme parce que on me prête assez souvent différentes origines et je ne dirais pas que je n'y participe pas, j'y participe. C'est-à-dire, déjà, j'ai un attrait pour les accents. Fait que à chaque étape de ma vie, il y avait une culture ou un pays en particulier qui m'intéressait. Je m'intéressais à leur façon de parler, leur argot, leur musique, etc. Donc, j'arrivais quand même à shift entre les différentes cultures. Un jour, j'étais gabon, un jour, récemment, on va dire l'origine qu'on me prête un peu souvent, c'est gabonaise, parce que j'apprends leur accent. C'est bizarre à dire, mais littéralement, j'apprends leur accent parce que j'aime tellement leur accent, leur façon de s'exprimer. À une époque, j'étais congolaise, à une autre époque aussi, j'étais ivoirienne. Ce qui fait que je reste dans le fond camerounaise, on ne pourrait jamais me l'enlever. C'est-à-dire, je serais toujours aussi fière d'être camerounaise parce que ça fait de moi qui je suis. Mais ce n'est pas nécessairement
la chose la plus flagrante, je dirais, de ma personnalité. Donc il est peut-être plus juste de dire que tu es africaine. Exactement. Très bien. Je dirais quand même camerounaise parce que juste, comment expliquer ça? Il y a une fierté qui vient avec le fait de savoir que c'est mon pays, c'est ça mes origines, je relate à ça, c'est ce pays-là qui m'a fait grandir. C'est une des raisons pour lesquelles je peux comprendre les gens qui ont grandi ailleurs et qui s'apparentent à cette terre-là. Mais savoir que c'est de là que sont originaires mes ancêtres et que j'ai l'opportunité de marcher sur leurs traces, c'est un truc que je ne peux pas juste effacer. Fait que je resterai toujours une Camerounaise, mais donc effectivement africaine. Qui était la petite Estelle Auréa? Très bonne question. Déjà, for the reference, quand j'étais petite, je voulais être une star et un médecin. Mais je savais que je voulais être une star de quoi encore, je sais pas, ça a changé. Un jour, je voulais être une chanteuse, un autre jour, une actrice, je pensais que je pouvais tout faire. Funny enough, j'étais une enfant, vraiment enfant, on va dire, de 0 à 7 ans, assez est-ce que je dirais extravertie? Mais c'est compliqué à dire. J'ai toujours été très enjouée comme enfant. J'étais une enfant très enjouée, un peu émancipée aussi parce que du coup, quand mes parents se marient, on a pas mal habité avec mes grands-parents. Fait que j'étais la seule enfant dans une maison pleinement d'adultes. Fait que je pensais que j'étais une adulte. Pour vous dire, j'ai même quelques photos qui le montrent. Il y a une photo de moi à l'école en train de croiser les pieds, mais comme une grande. Ça se voit. J'étais tellement maniérée, je pensais que j'étais une grande personne. Il fallait que je mange à table avec mes couverts. Vraiment, je me prenais beaucoup au sérieux quand j'étais enfant, un petit peu trop même. Mais dans le fond, j'étais toujours une enfant sensible. J'ai toujours été sensible à la douleur de l'autre aussi, à l'injustice au rapport avec l'autre. Et ça, je remercierai jamais assez ma mère parce que c'est vraiment elle qui m'a inculqué ces valeurs-là. Je ne me suis jamais sentie différente ou mieux que l'autre ou je n'ai même jamais compris pourquoi la disparité devait être si grande entre moi et d'autres personnes. Et ça fait que je dirais que j'étais assez équilibrée comme enfant. Tout enfant a ses caprices, etc. Mais soyons sincères, il y a des enfants que l'on ne supporte pas. Hein? Moi, la première, je suis quelqu'un qui aime dire ma vérité. Il y a des enfants qui, de par leur façon d'être, tu sais déjà comment l'inculquer. Et je trouve ça dommage quand tu vois le genre d'adulte que ça peut être. Mais ma mère s'est bien rassurée que son enfant, à elle, n'allait pas avoir certains problèmes, n'allait pas traiter les gens d'une certaine façon. De toute façon, je n'avais pas le choix, elle allait me corriger la première. Puis, dans ma petite enfance, du coup, de mes 0 à 7 ans, plus précisément de mes 0 à 4-5 ans, j'ai habité dans Yaoundé, la capitale. C'est là où je suis née également. Puis, je suis allée dans une ville au sud-ouest du Cameroun, nord-ouest du Cameroun, qui est une ville plus anglophone. Parce que pour un petit cours de géographie rapidement, le Cameroun a 10 principales régions. On est un pays qui est bilingue, mais dans les faits, il y a, je dirais, 80% des régions. Du coup, 8 sur 10 sont plus francophones qu'anglophones. Il y en a 2 qui sont plus purement anglophones. Et ça se voit au niveau de la géographie parce que ces régions-là sont limitrophes avec le Nigeria. Fait que la partie un peu plus anglophone de l'Afrique. Et ça m'a permis d'expérimenter deux cultures différentes. Les francophones et les anglophones, qui ont aussi pas mal joué sur qui j'étais. Et ensuite, je suis venue à Douala. J'ai juste fait 1 an et demi là-bas. Puis, je suis allée à Douala. Et le fait d'avoir beaucoup changé a fait que ça a créé en moi le fait d'être une enfant assez timide. Le fait de toujours être la nouvelle, de devoir recommencer à zéro, etc. J'étais assez renfermée. Et de par les différentes choses que je vivais dans ma vie à ce moment-là, parce que bon, je ne vais pas nécessairement entrer dans les détails, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai dû m'adapter rapidement. J'ai dû grandir vite un peu parce que j'étais déjà très consciente comme enfant de beaucoup de choses. Et aussi, j'étais très connectée à ma mère. Donc, tout ce qu'elle vivait, même si elle voulait me protéger de ça, j'étais tellement connectée à elle que ça ne passait pas. Elle a fait son maximum pour me protéger de beaucoup de réalités du coup d'adulte. Mais la connexion qu'on partageait faisait que même si elle me le disait pas, il y a des choses que je savais. Et pour une enfant, tu ne sais pas encore, mais tu sais. Fait que ton cerveau te prépare en conséquence. Ça fait qu'après, j'étais assez renfermée comme enfant parce que vous savez, les enfants sont méchants et il y a juste des problèmes que tu veux pas avoir. Par contre, ça a beaucoup aidé avec ma culture parce que quand je reviens, je suis dans une école purement bilingue. Et comme j'ai commencé mon cursus scolaire en anglais, ma grand-mère était enseignante francophone, la mère de ma mère, et le français, c'est ma langue natale. Fait qu'à l'école, je m'en sortais quand même bien. Et je dirais que j'étais une enfant intelligente aussi. J'aimais la lecture, j'ai toujours aimé lire, je lis super vite. J'aimais ça, je dévorais. Depuis que j'ai su lire, je lisais tout et n'importe quoi. Ça, c'est aussi des trucs dont il faut que je remercie ma mère pour ça, parce qu'elle s'est quand même bien débrouillée à un niveau base. Fait que j'étais un peu l'intello du coin. En plus, quand j'arrive
directement, je commence à porter des lunettes. Franchement, j'avais toute une tête à claque, honnêtement. J'arrive, j'ai de super bonnes notes. Et quand j'arrive dans un environnement, c'est des gens qui se connaissent déjà depuis la maternelle. Fait qu'ils sont habitués à eux. Donc j'arrive une fois de plus, tu es la nouvelle. Dans une ville majoritairement francophone, tu parles bien anglais. Tu t'en sors aussi très bien en français, donc qui es-tu, etc. Ma toute première amie, je dirais mon amie de plus longue date, qui est restée mon amie de façon constante, elle m'avait trouvé, je pleurais dans les toilettes. J'avais 7 ans, je pleurais dans les toilettes, je lui disais que j'étais nouvelle, que je venais d'arriver et qu'ils n'étaient pas contents avec moi parce que j'étais nouvelle. Pour dire que j'étais un peu de fils de l'enfant un peu fragile, un peu renfermée, un peu timide. Mais je dirais que c'est un petit peu une façade parce que je ne suis pas quelqu'un de confrontationnel. Fait que quand j'arrive dans un environnement que, étant petite aussi, on est plus fragile, qu'on ne maîtrise pas, d'autres enfants, ça peut les rendre plus renfermés, plus violents. Moi, au premier abord, j'étais un peu plus fragile que j'en avais l'air. Quand j'ai commencé à me mettre à l'aise, c'était une toute autre histoire. Franchement, c'était une toute autre histoire. Je dirais que l'histoire de ma vie, ça a vraiment été traverser la fragilité en fait pour exprimer ma vraie nature. Parce que après, je suis une dure à cuire, hein, faut pas croire. J'avais juste peur, on va dire un peu. Quand j'ai commencé à m'adapter, etc., j'étais beaucoup plus enjouée, c'est-à-dire je m'exprimais plus, je m'affirmais plus. Il y a aussi eu des milestones dans ma vie, genre de mon enfance à mon adolescence, etc., qui m'ont rendu plus dure aussi. L'année, est-ce que c'était l'année? Oui, ma première année, effectivement, dans notre classe, il y avait une bully. Donc, elle était plus grande en taille que tout le monde, elle terrorisait tout le monde. Et c'était vraiment une enfant, avec du recul maintenant, avec un peu plus de maturité, je me dis que c'était probablement une enfant qui souffrait aussi à la maison. Parce que les choses qu'elle disait, elles, quand même, étaient un peu graves. Elle nous effrayait, elle disait qu'elle était l'enfant du diable, etc. C'était des mots forts pour une enfant de quoi, 7-8 ans, que l'on ne comprenait pas, donc tout le monde l'évitait un peu. Et du coup, une fois, on a été dans une interaction où elle s'en est prise à moi. Et on venait de changer les fournitures, fait qu'elles étaient neuves. Et au Cameroun, je vais pas dire en Afrique parce que je sais pas, mais au Cameroun principalement, pas mal des bancs scolaires auront tendance à être faits vraiment à la main. Fait que ça va être fait en bois, etc. Donc quand ça arrive, c'est neuf, c'est un peu plus... Je dirais que c'est pas ce qu'il y a de plus sécuritaire, c'est-à-dire un mauvais mouvement, tu peux te faire un petit peu plus mal. Donc on a une petite scène où elle m'a poussée et je me suis fendu l'oreille. Je me suis fendu l'oreille, du sang, vraiment, j'ai blackout. On m'a agrafé l'oreille. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup de détails, mais il faut que vous compreniez que cette affaire m'a marqué. Ok, le sang partout, on m'agrafe l'oreille, ma mère arrive à l'école, elle ne comprend rien, etc. Machin. Après ça, ça avait déclenché quelque chose en moi. Parce que j'étais très calme et je fuyais, on va dire, un peu la confrontation. Je n'étais pas dans tout ça. Mais à partir de ce moment-là, ça m'avait tellement enragée que quand je suis revenue du coup de mon court séjour, parce que vas-y, hein, tout le monde, tu imagines une classe de 7 ans, du sang, etc. Parce que j'avais vraiment genre du sang qui coulait, on comprenait pas grand-chose. Quand je suis revenue, on s'attendait à ce que ça me renferme davantage et que je sois davantage fragile parce que du coup là, il y avait une manifestation physique de ce qu'elle pouvait faire. Ça a fait tout l'effet contraire. I was done. Et pour vous dire, je dirais pas qu'on s'est battu, mais plus que je l'ai frappé. Une fois. Oui, sérieusement. Je pense que c'est la seule fois de ma vie que je me suis battue. Et je l'ai frappé tellement fort que ça avait réveillé quelque chose en moi. Et à partir de là, jusqu'à ce que j'arrive en 6e, j'avais ce rapport de force là un petit peu avec les garçons. Je jouais avec les garçons comme avec des garçons. Quand un truc me plaisait pas, je frappais. J'étais pas une bully, mais on dirait j'avais la dégaine facile. Tu me dis un truc qui me plaît pas, hein? J'allais te faire comprendre que ça me plaisait pas autrement. Et ça a un peu je dirais que cette partie-là de moi a beaucoup joué après en grandissant sur mon rapport à moi-même avec la féminité. Mais ça, c'est tout autre volet. Mais j'aimerais qu'on en parle, parce qu'il paraît quand même que tu as une énergie masculine assez forte. Je n'irais pas dire jusqu'à dominante peut-être, mais tu nous le diras. Est-ce que tu peux nous parler de ta féminité, de comment tu te sens en tant que femme et de ton énergie masculine? Alors, j'ai beaucoup d'énergie masculine. Ça, c'est déjà un truc. Je dirais que j'hérite un peu de ma mère, dans le sens où ma mère a été mère, père en même temps. Ma mère a évolué dans des domaines qui étaient aussi très masculins. Ma mère, c'est une petite femme, hein, 1m60, toute petite, toute mignonne. Fait que elle a dû s'affirmer autrement. Et du coup, tu copies ce que tu vois même sans t'en rendre compte. Ça fait qu'en évoluant dans mes années de lycée, j'avais les mêmes rapports à ma mère, où j'avais l'impression que pour se faire respecter, en tout cas surtout face à des garçons, il fallait avoir la même attitude que fallait crier s'il crie, fallait taper du poing, fallait essayer de s'affirmer par un rapport de force, mais c'est totalement faussé.
Autre chose qui est un peu plus... Ça, c'est vraiment je vais pas dire des croyances, parce que moi, c'est pas une croyance, c'est plus comme un concept que je trouve intéressant, qui est l'astrologie. Chacun a son... Comment expliquer ça? Son appréhension. Il y a les gens qui n'aiment pas entendre parler de ça, il y a les gens qui sont plus religieux, où c'est un no-go, blasphème, etc. Il y a d'autres personnes qui sont dégoûtées par l'aspect commercial. Et je dirais toujours que je comprends. Comme un peu tout dans la société, on a tout pris et on a rendu ça commercial. Lorsque les gens voient une opportunité de vendre, ils vont vendre à travers de ça. Mais on finit toujours par s'éloigner un peu du fait que bah, c'est un concept, c'est basé sur des calculs, c'est toute une théorie en fait. Et je trouve ça marrant parce que les gens vont faire des tests des intelligences multiples. Ils sauront peut-être qu'ils sont, je dis un truc au hasard, INFJ, T, whatever, c'est le test des 6 personnalités. Mais si tu leur parles de leur signe astrologique, ils sont comme moi, ils croient pas à ça, etc., machin, etc. Et je trouve que ils ont raison, on croit qu'en Dieu. Mais s'il y a des concepts qui peuvent te permettre d'avoir une vision différente de la vie de façon générale, du monde qui nous entoure, des différentes choses, ce serait intéressant. Et je me fais cette petite préambule en fait parce que du coup, je suis du signe du lion. C'est un signe qui est jugé comme masculin. Et les signes de feu, de façon générale, sont les signes de feu et d'air, c'est des signes plus masculins que les signes de terre et d'eau qui sont plus féminins. Et dans ma charte astrale, j'ai beaucoup plus de signes, du coup, bah, masculins. C'est-à-dire, je suis à un rapport 6-4. S'il y en a 10, je suis à 6-4. Et moi aussi, je le sens beaucoup. Même dans mes centres d'intérêt, ma façon de me mouvoir, ma façon de réagir, c'est très minime, mais je le sens. Quand je suis arrivée en première terminale, j'ai commencé à beaucoup plus le ressentir parce que j'avais des postes un peu en responsabilité. J'allais être chef de classe, j'allais être à la tête de certaines coopératives, etc. Et mon rapport avec les garçons était toujours plus tendu qu'avec les filles. Et j'ai eu la grâce que j'avais un meilleur ami à l'époque là et tout, on était vraiment super bons amis. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc que j'admire beaucoup quand même pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il a beaucoup aidé à qui je suis aujourd'hui en tant que personne, plus réfléchie, plus in tune avec moi-même. Et il lui avait mis à l'image que la façon dont j'agissais, c'était la raison pour laquelle je n'arrivais pas à avoir d'amitié avec des garçons. Et même en termes de rapport de collaboration, ce n'était pas ça. Parce qu'il m'a expliqué que les hommes et les femmes ne fonctionnaient pas de la même façon. Si moi, en tant que femme, je me présentais face à un homme et que j'essayais de proposer un rapport de force, il allait réagir comme avec un homme, pardon, et ça n'allait pas du tout matcher. C'est-à-dire que tu cries, il va crier plus fort. Tu dis non, il va venir vraiment en contre-attaque encore plus fort. Fait qu'on était toujours en clash constant. Et ça ne me plaisait pas parce que je dirais qu'en tant que chef de classe, pas mal quand même des soucis de la classe, c'était vers les garçons. Fait qu'il fallait que je trouve une façon que la cohésion générale puisse faire en sorte que je puisse nous défendre au mieux. Parce que moi, je n'étais pas une faillotte. Oui, j'étais chef de classe. Oui, j'étais une élève relativement sérieuse, etc. Mais je ne suis pas non plus une cafeteuse. C'est-à-dire, je ne suis pas le genre de personne qui dit je m'en fous des autres, il n'y a que moi, etc. Donc, à la base, je voulais vraiment le bien de tout un chacun, fille comme garçon. Je ne voulais pas que une personne soit laissée en arrière parce que des problèmes avec la discipline, etc. Donc, je voulais les protéger du mieux que je pouvais. Mais j'avais l'impression que ça clashait toujours. Parce que pendant que moi, je m'enflammais, je m'énervais parce qu'ils me se mettaient toujours dans des situations qui faisaient qu'après, il fallait que je le défende, etc. Eux, le simple fait que je criais, déjà, ça fait qu'ils n'entendaient pas ce que je disais d'autres. Hein. Ils voyaient juste le fait qu'elle criait l'agressive. Et eux, ça n'allait pas avec eux, ça les dérangeait. Mais ça a pris un garçon dont j'étais suffisamment proche pour m'expliquer ça. Et ça a commencé à me remettre en question sur mes habitudes, mes réactions, tout ce que j'avais appris, etc. Et me rendre compte que beaucoup de ma façon d'agir était très masculine. Être une femme... Ah, ça, tu m'en mets dans les questions. Je trouve que la féminité, c'est pas quelque chose que tu saurais définir avec des mots. Pour moi, c'est une énergie, quand tu le vois, tu le sais. Parce qu'il y a des façons d'être femme de façon tellement différente, mais de façon à ce que ça reste vraiment féminin. C'est-à-dire, il y a des femmes qui sont masculines, qui ont de l'énergie masculine, et quand tu le vois, ça va te rappeler... les énergies ne sont pas genrées, même si ça s'appelle féminin et masculin, mais il y a des fois quand tu vois, ça te rapproche plus de l'homme, comme on le connaît dans le sens hétéronormatif, que de la femme. Mais la féminité a tellement de spectres que tu peux avoir des femmes qui sont très fortes, qui sont très loquaces, qui sont très vivantes, qui sont très passionnées, qui sont très têtues même un peu, si tu veux que je le dise, mais qui restent très 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 féminins. Mais moi, j'associerais toujours la féminité à beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté, beaucoup de vitalité,
beaucoup d'authenticité aussi. Parce que la féminité se veut très enjouée. On aura tendance à dire que la masculinité vient créer un cadre pour que la féminité puisse s'épanouir. Et moi, c'est comme ça que je vais la voir. Moi, aujourd'hui, ça m'a pris du temps, ça m'a pris des défis aussi, qui ne sont pas nécessairement les plus sains. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je dirais que mon gros déclic de féminité a été de côtoyer un jeune homme qui était... On avait une dynamique qui était pas mal toxique, parce que c'est comme si il était toujours un petit peu en train de jouer avec mes limites et de me pousser à bout. Je suis une mauvaise perdante. Je suis quelqu'un qui aime bien les défis sans les aimer nécessairement. Mais je ne saurais pas expliquer pourquoi ce rapport d'adversité-là ça a vraiment créé une cassure en fait. Parce qu'avant de le rencontrer et de le côtoyer, il faut savoir que j'avais quand même déjà mon bac dans le système français, on va dire mon deck, on va dire j'avais fini le cégep en tant que tel. En tout cas, j'avais fini mon premier cycle quand même, j'en étais à l'université quand j'ai rencontré. Et j'étais quand même encore beaucoup, je m'associe encore beaucoup à la jeune fille plus qu'à la jeune femme. Après, le trouble avec ça, c'est que ça vient de beaucoup de bagages que j'ai portés avec moi pendant mon éducation. Parce que malheureusement, en Afrique, il y a ce truc-là où les jeunes filles ne sont pas protégées. C'est-à-dire, tout, c'est la faute des jeunes filles. On te critique d'être en train de devenir une femme trop vite. On te critique d'être too fast, comme on aime dire, d'être précoce. Quand bien même souvent, ce ne sont pas des choix, tu vois. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup, malheureusement, c'est dur dit comme ça, mais si on doit être honnête, j'ai eu beaucoup de slut-shaming en grandissant. Ce qui fait que j'avais beaucoup d'appréhension qui tout fait de devenir une femme. Je ne voulais pas avoir l'air d'une femme légère, je ne voulais pas avoir l'air d'une femme de certains mœurs, je ne voulais pas attirer l'attention des hommes parce que je me disais que oui, ça me met en danger, on parle des femmes qui se font abuser, etc. Fait que avant cette cassure-là, je voyais la féminité comme un accès un peu à l'abus. Parce que maintenant que tu es intéressante à l'œil masculin, tu peux t'attirer des regards qui ne sont pas les meilleurs. Et funny enough, le fait qui me provoque un peu autant sur le fait que j'étais encore assez puérile, c'est-à-dire je grandissais sans grandir, etc. J'avais comme mais je vais lui montrer que moi je suis une jeune femme, qu'est-ce qu'il pense, etc. Je peux pas rester une enfant. Et même si ce n'était pas, le fondement n'était pas ce qu'il y avait de plus sain, ça a quand même aidé à vraiment transformer mon mindset et assumer que, ok, je suis une jeune femme, j'ai grandi, mon corps a changé, je suis consciente que je n'ai plus l'air d'avoir 12 ans, ça se voit. Je me rapproche plus de l'âge où je suis plus susceptible de pouvoir faire des enfants d'un point de vue scientifique, plus biologique, etc. Et il faudrait que j'embrasse ce qui vient avec. Parce que je sois une fille, que je sois une femme, les mêmes défis, je vais les avoir. On me slut-shamait autant quand je me ressemblais, je ressemblais encore énormément à une enfant que maintenant que je ressemble un peu plus à une femme. Et je ne pourrais profiter que de ça si j'apprenais à refaire la paix avec. Donc, comme j'avais mentionné un peu tantôt, je suis quelqu'un de très curieuse, pas d'assez, de très curieuse. J'ai toujours besoin de savoir si j'ai une question, je sais qu'il y a une réponse quelque part. J'ai commencé à m'intéresser bien avant même le grand mouvement, on va dire, sur les réseaux de soft, féminine, whatever, et puis divine feminine woman. Avant même que ça ne devienne un gros topic, quand ça commençait, j'avais déjà de l'intérêt pour ça, mais pas en termes de, une fois de plus, cette façade commerciale des réseaux. C'était vraiment une quête plus profonde, c'est-à-dire j'ai un attrait à la spiritualité comme je l'ai mentionné, j'avais une question de la féminité, je voulais la comprendre parce que pour moi c'était encore une terre vraiment inconnue, mais je sentais qu'il y avait un appel à ça. Donc je me documentais, j'entendais les gens en parler. Il y a même une dame sur sa chaîne, en fait, elle étudiait la féminité à travers les continents et à travers les races un peu. C'est-à-dire elle allait s'intéresser à comment les Asiatiques vivent la féminité, comment les femmes du Moyen-Orient, comment les femmes de l'Europe de l'Est, etc. Et je trouvais ça très intéressant parce que c'est un fait de société, c'est observable et je trouvais ça tellement beau que c'est comme si ça m'a, comment expliquer ça, rassurée dans ma féminité de me dire que ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est-à-dire ce n'est pas ce qu'on veut te faire penser, ce n'est pas le slut-shaming, tu n'es pas que ça. C'est tellement plus beau, c'est tellement plus gracieux. Et je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais j'aime me considérer comme une âme d'artiste. Il y a des gens qui sont plus logico-mathématiques, plus scientifiques. Moi, j'ai toujours été une artiste. Comme j'ai dit plus tôt, je voulais être une star. Je voulais juste briller. J'ai toujours aimé la danse. Je danse depuis que je sais marcher. Vous demanderez à ma mère, elle va vous dire. J'ai toujours aimé danser, mouvoir mon corps, la musique, l'art, tout ce qui tourne autour de ça. Et c'est quelque chose qui dénote une certaine sensibilité aussi qu'on aura tendance un peu à associer au féminin. Une fois de plus, pas genré selon les normes hétéronormatives, mais on va dire un peu comme on l'a toujours un peu connu. Ça fait que
j'avais l'impression que toutes ces années-là, j'avais juste renfermé qui j'étais par peur d'être jugée, par peur d'être agressée. Et que même s'il y a un côté très masculin de moi qui reste là, ce côté-là est très en accord avec la femme que je suis. C'est-à-dire, j'ai réussi à trouver the best of both worlds en acceptant qui j'étais. Et accepter sa féminité aussi, je trouve que ça passe par accepter sa sexualité. Sa sexualité, sa sensualité. Se rendre compte que je suis une femme. Dans mon cas, je suis hétérosexuelle, je suis une femme hétérosexuelle, etc. euh, le regard masculin, d'une façon ou d'une autre, va toujours un peu jouer dans ma vie parce que si demain je vais avoir des enfants, avoir une famille, je vais devoir apprendre à le gérer pour me protéger, pour en apprendre mieux de moi-même. Et je ne dirais pas que j'ai commencé à jouer de ça, mais j'ai réussi à me défaire du regard menaçant. Et maintenant, même pour moi, c'est devenu plus comme un amusement. C'est-à-dire, ça m'a valu de vraiment beaucoup taper dans ma sensualité. Et une des caractéristiques qui a vraiment, comment expliquer ça, qui était très représentative de ce déclic-là, c'est que même maintenant, quand je dansais, j'étais plus à l'aise à faire des chorégraphies un peu plus osées. Parce que bien, même si ça dénotait d'une certaine sexualisation, maintenant que j'avais refait la paix avec mon identité en tant que femme hétérosexuelle, je comprenais que je n'étais pas que ça. C'est-à-dire que ce n'était pas juste ça. J'avais déplacé le plan sexuel, j'étais tombée un peu plus dans la sensualité qui est plus le plaisir des sens, c'est-à-dire tous les sens, physique, toucher, visuel, etc. J'étais arrivée à un stade où j'appréciais la création de Dieu, que j'étais une femme, j'appréciais ma sensibilité, ma vulnérabilité, ma flexibilité dans certains sens, l'expression même de... Parce que je ne pense pas que un homme peut être sensuel, mais pas comme une femme. C'est-à-dire, il y a des différences, et les différences sont bien comme ça. Et c'est surtout à travers la danse que j'ai réussi à me guérir et à l'accepter. Estelle Auria, quel conseil tu pourrais donner à la jeunesse noire, à nos filles noires? Ce serait de passer le plus de temps possible à essayer de savoir ce qui importe vraiment pour elles et dans quelle mesure. Alors pourquoi je dis ça, c'est que ça c'est un problème qui est vraiment global de façon sociétale, où on a tendance à croire que ce qui est important pour nous fit un peu le norme de la société. C'est-à-dire, il y a beaucoup le discours de oui, que les filles, like des center men, concentre-toi sur toi, tes études, ta carrière, etc. Il y a beaucoup ce discours-là où on, je dirais pas qu'on déconseille un peu aux filles de s'intéresser à l'amour, etc. Et bien que je comprenne d'où ça vient, je trouve que c'est important que tout un chacun ait son indépendance. Moi, mon conseil, ce serait de vraiment se recentrer sur ce qui importe pour soi. Moi, je trouve que tout doit être fait avec intentionnalité. Et pour ça, ça demande beaucoup de travail sur soi pour apprendre à se connaître. Pourquoi je dis ça? C'est que je trouve que si ce que l'on veut, c'est que tout un chacun soit épanoui dans sa vie, ce serait de l'encourager à faire ce qui importe pour lui le plus. Il y a des gens qui, pour eux, leur rêve ultime, c'est d'avoir une famille, de fonder leur famille. Ce n'est pas tout le monde qui est carriériste. Ce n'est pas non plus tout le monde qui fuit ou qui n'a pas envie, qui n'a pas d'intérêt pour les relations. Je trouve qu'il devrait y avoir un équilibre en fait. Parce que là, c'est rendu discréditer un peu les rêves de oui, être mère, fonder une famille, avoir son foyer au profit de la femme, de girl boss entre guillemets. Et je trouve que les deux sont valables. Donc ce serait vraiment de se dire, et je dirais toujours à mes amis, fais ce qui est plus important pour toi et essaie de planifier ta vie en fonction de ça. Si tu sais que ton but ultime dans ta vie, c'est d'avoir ta famille, que c'est vraiment un intérêt que tu as, alors rassure-toi de date intentionally, you know. Apprends à te connaître, apprends à savoir quelles sont tes valeurs à toi, quelles sont les valeurs que tu recherches chez un partenaire, etc. Je ne dis pas d'arrêter tout ce que tu fais dans ta vie et de te concentrer sur ça, mais d'être vraiment intentionnel sur cette partie-là de ta vie, de façon à ce que tu puisses te rapprocher de tes objectifs. De la même façon, d'un point de vue de carrière, on va te dire, prends tes cours au sérieux, choisis une filière qui t'intéresse. C'est vrai qu'on peut recommencer mille et une fois dans la vie, mais je trouve que de prendre le temps de le bien faire au moins une fois, de se rapprocher le plus possible de son objectif, quitte à devoir recommencer, mais en ayant fait un bon parcours, mieux vaut le faire avec intentionnalité. Donc vraiment, rassurez-vous de savoir qu'est-ce qui fait battre votre cœur, qu'est-ce qui fait de vous qui vous êtes, qu'est-ce qui vous fait vivre, qu'est-ce que vous voulez être, comment dire, quel est ce par quoi vous voulez être retenu, non? En fait, ce dont vous voulez qu'on se rappelle de vous lorsque vous serez parti, que ce soit une quête de vie, de savoir ok c'est pour ça que je vis, c'est ça qui me rend envie, et de s'assurer de chaque jour être intentionnel, de se rapprocher vers ça. Et toi, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne après ton départ? Honnêtement, c'est une question que des fois j'ai eu à me poser, mais après je me sens un petit peu mal de me la poser dans le sens où, comment expliquer ça?
Je ne sais pas. Une chose qui est sûre, c'est que je ne vis pas ma vie pour être un exemple. Je ne suis pas un exemple. Je ne veux pas être un exemple. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de poids sur le fait d'être un exemple, de se dire que tu vis parce que l'on te regardera après. Et moi, je ne veux absolument pas. Honnêtement, c'est bizarre à dire, mais je ne pense même pas à ce sera quoi mon après-vie. Chez les chrétiens, on dit dans le symbole des apôtres, oui, je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, etc. Et honnêtement, je suis chrétienne. Ça peut faire polémiquer, mais ce n'est pas vraiment un truc auquel je pense. J'essaie de vivre ma vie de la façon la plus simple, la plus proche de mon cœur et de mon Dieu possible, qui fait que je n'aurai pas de regret à me coucher demain et pas me lever. C'est-à-dire, oui, il y a des choses que je n'ai pas encore accomplies, il y a des choses que j'aimerais encore faire, il y a des fautes que je commets, etc. Mais j'essaie de vivre ma vie de façon à ce que ce ne soit pas ça qui fonde ma vie. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de vivre une vie pour qu'on ait forcément quelque chose à se rappeler de moi, de positif comme de négatif. J'essaie de vivre ma vie pour moi. Je vais vous mentir, il y a des mauvaises décisions que je prends. Je sais que c'est des mauvaises décisions, mais je me suis confortée à l'idée. Je suis comme, ok, ça c'est un regret, potentiel regret avec lequel j'accepterais de vivre. Ça c'est un potentiel remords avec lequel j'accepterais de vivre. Et ça c'est par rapport à moi et à ma mesure propre. Fait que j'ai pas forcément je dirais, j'ai pas de... Comment expliquer ça, d'œuvre dont je voulais qu'on se rappelle de moi, mais quand même un petit peu, si on se rappelle de moi, je voudrais que ce soit l'amour qui prône. Je voudrais qu'un souvenir de moi soit un souvenir d'amour, d'encouragement, comment expliquer ça, comment expliquer ça, un souvenir chaleureux, un souvenir qui est comme un câlin chaud, une présence chaleureuse. C'est pour ça que j'essaie de rendre mes interactions avec les gens le plus sincères possible. J'essaie d'être le plus moi possible, c'est-à-dire encourageante, rayonnante. C'est pas facile tous les jours. C'est vrai que tout un chacun a une impression vraiment différente de moi, mais je veux qu'un souvenir de moi soit vraiment un doux souvenir, un souvenir joyeux. Est-ce que tu crains la mort? Pas vraiment. Dans le sens où ma seule crainte, ce serait d'avoir une mort douloureuse. Franchement, quitte à mourir, je préfère que ce soit fait d'un coup. Je préfère dormir, ne pas me réveiller, ne même pas sentir que je mourrais. Ou ça peut être un peu très graphique, un peu très graphique, mais je préférais mourir vraiment une balle tumeur. C'est-à-dire un truc vraiment intensif. J'ai pas envie de souffrir dans ma chair en mourant. Mais idéalement, ma mort serait vraiment une mort paisible où tu dors et tu te réveilles pas sans bataille ou quoi que ce soit. Et je ne crains pas vraiment la mort parce que je me dis, je ne sais pas ce qu'il y a après. Si ça se trouve, il y a le néant après. Comme lorsqu'on se couche. Lorsque tu t'endors, avant de commencer à arriver, je pense qu'il y a un temps où rien ne se passe. Tu sais pas où tu es, tu sais pas ce que tu fais, tu ne le ressens même pas de façon concrète. C'est juste quand j'essaie de réfléchir, je me dis, ok, je sais que dans mon sommeil, quand je me rends compte de mon rêve et que je me réveille le matin, que je m'en rappelle, j'ai l'impression que quelque chose s'est passé avant que mon rêve ne commence, ou la période où je me rappelle. Et moi, je me dis, tant qu'à faire, je préfère voir la mort comme cette période-là où, quand tu t'adores, il n'y a plus rien. Tu te rappelles pas de rien, tu ressens pas ton corps, rien, t'es vraiment... ça s'est juste arrêté. Et je préfère voir la mort comme ça que de trop y penser. Parce que ça fait que lorsque le moment arrive, on vit tout avec la crainte de mourir. Moi, c'est plus la crainte de souffrir en mourant et de souffrir que la mort en soi. Sinon, la mort, vraiment, non. J'ai perdu des êtres très chers de façon très prématurée. J'ai perdu... parce que je suis enfant unique, du coup, à mes 2 parents. Mais j'ai grandi avec beaucoup de cousins très proches qui sont comme mes frères, franchement. Mes frères, ma famille, ceux que je considère comme mes frères, c'est vraiment plus par choix qu'autre chose finalement. Et j'ai perdu un de mes grands frères prématurément, c'est-à-dire il est mort à l'âge que j'avais aujourd'hui. Et si l'on m'avait dit qu'il partirait comme ça, je pense que personne ne l'a cru. Ça a été un énorme choc. Et c'est quelqu'un de très vivant. Il a vraiment eu le bon vivre. Il vivait, il faisait sa vie, il a profité au maximum. C'est quelqu'un de très chaleureux, très genre vraiment le sentiment que j'ai, le souvenir que j'ai de lui en mourant, c'est vraiment ça qui fait que j'ai envie de vivre ma vie de façon à ce qu'on se rappelle de moi, quelqu'un partant pour tout et n'importe quoi. Donc, ce qui se passe après quand je serai mort, c'est pas vraiment un truc auquel je pense, qui me fait peur, quoi. Quel âge tu as aujourd'hui? Sujet tabou. Prochaine question. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir, disons, avant tes 30 ans, avant tes 40 ans? Est-ce que tu te mets des objectifs par stade? Oui et non, dans le sens où ça c'est vraiment un cheminement de foi, dans le sens où je suis encore à chercher le bon équilibre entre, vous savez, on dit l'homme propose, les yeux disposent, et à se dire que des fois tu te poses des objectifs que tu finis par idolâtrer et c'est même pas le plan que Dieu avait pour toi, puis rasto et retour 360. Moi vraiment ça c'est ma crainte au quotidien. Franchement, I am not a strong soldier, I beg. Donc j'essaie de pas être trop carré de façon à me comment dirais-je, à me décevoir par la suite ou avoir vraiment une grosse claque. Mais je dirais, j'ai quand même
des rêves que j'essaie d'actualiser au jour le jour. Comme on dit, un petit pas à chaque jour. Déjà, c'est des objectifs plus concrets par rapport à des aspirations que j'ai eues. You know. D'ici mes 30 ans, ce serait vraiment large. J'ai des idées, on va dire des big pictures, mais je sais de ne pas sur me prononcer parce que je vais encore un petit peu avec le vent. Pas en mode je me lève, je vais au jour le jour, non. Actuellement, j'ai des objectifs qui sont un peu plus à court terme et qui devraient forger le style de vie que j'aurai plus tard. Mais je n'ai pas vraiment un truc super arrêté que si c'est pas ça, ce serait la fin de ma vie, quoi. Tout ce que je sais, c'est que d'ici mes 30 ans, j'espérais avoir pris les bonnes décisions pour être déjà financièrement autonome. On peut dire ce qu'on peut dire, vraiment, l'argent est bien. Ça permet une certaine liberté, on va dire, en termes de ce que tu peux accomplir, autant pour toi que pour les autres. Donc j'aimerais avoir pris une bonne décision de ce côté-là, pour que ce soit plus un hot topic, que ce soit plus un sujet. Pas que je stresse comme ça pour l'argent, mais bon, tout le monde stresse un peu. Mais j'aimerais ne plus que ce soit en mode survival. J'aimerais plus être en instinct de survie par rapport à ce côté-là de ma vie. J'aimerais avoir mis une fondation qui me permet de vraiment vivre de mon cœur, de mes passions. C'est-à-dire, oui, j'aurais peut-être une carrière, je pourrais showcase mes skills, parce que c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Quand on est passionné, ça n'empêche qu'on ait des compétences qui peuvent être relevant sur le marché de l'emploi, qui puissent servir, on puisse avoir une carrière qui soit indépendante de qui on est en tant qu'être, en tant que passion. Alors, tu as parlé beaucoup de carrière. Comment toi tu te vois professionnellement? Professionnellement, alors j'en ai aucune idée. Franchement, j'ai des intérêts multiples et j'ai rencontré des gens dans ma vie qui m'ont prouvé que tu peux te faire une place partout. C'est-à-dire, j'ai un ami à moi, big shout out à lui, honnêtement, chef Jules. Pourquoi je le mentionne, c'est que c'est vraiment, je sais pas s'ils se rendent compte souvent, et ça c'est même pas pour le saucer, hein, vraiment pas, c'est vraiment de façon tellement honnête, il se réinvente au quotidien. C'est-à-dire, c'est l'homme à tout faire. Il a évolué dans le secteur bancaire. Il est devenu chef privé. L'année dernière, il s'est lancé en tant que DJ. Il a réussi à devenir un DJ rémunéré. Là, il est manager dans un restaurant. Enfin, il fait tout et n'importe quoi. Ça fait que, professionnellement parlant, j'ai vraiment réussi à... Comment expliquer ça? J'y travaille encore, mais j'ai déjà accepté le fait que ma carrière n'aura pas besoin d'avoir... d'être... Comment expliquer ça? Rectiligne, d'être uniforme. Ça fait que, professionnellement parlant, j'ai vraiment juste envie de me retrouver dans des industries, à des postes où je fais la différence, où je vois l'impact que j'ai, où j'ai un impact positif, où je peux participer de façon positive à la vie autour de moi, à la société en général, et où je peux me faire de l'argent, parce que laissez-moi vraiment, hey, I'm here for the money, let me not lie. Ok, la passion c'est bien, but I'm here for the money too, let me not lie. Maintenant, c'est de se rendre compte que ça peut venir de différentes façons, donc de ne pas se rester cadré dans un box, parce que ça peut venir de toute façon qui soit. Fait que je suis ouverte à beaucoup d'opportunités différentes. Je trouve que la vie, on a vraiment une seule vie. Tu sais jamais, t'as pas à passer 30 ans dans la même carrière, tu vois. Fait que où le vent va me mener, où mon cœur va me mener, où Dieu surtout va me mener, là où il trouvera que j'ai ma place. Et où l'argent peut entrer, on ira, hein? On ira. Mais ce sera vraiment toujours de façon à ce que ça résonne avec moi. Une chose qui est sûre, c'est que je n'aime pas les Big Four. Parce que le système de où tu es tendance, tu es en train de te prouver, où tu es, on peut te changer du tout autour, où tu es vraiment plus un pion, ça m'intéresse pas. Comme je dis, je veux faire l'impact. Mais la vérité aussi, c'est qu'on sait jamais. Tu peux avoir des big four où tu as des postes où l'impact est plus fréquent. Donc c'est vraiment où je me sentirai à ma place et où mes standards seront requis, j'irai. Et quel serait ton dernier discours? Honnêtement, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai toujours tellement beaucoup de choses à dire. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. J'aime parler, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais honnêtement, si laisse-moi réfléchir. Prends ton temps. Hmm. Ça peut être n'importe quelle thématique. Ok. C'est que j'y rêve sur celle qui va toujours beaucoup me parler. C'est je ne mettrai jamais suffisamment l'emphase sur à quel point c'est important de définir son concept de soi. Et quand je parle de concept de soi, c'est se rendre compte qu'on est une entité à part entière, on est un concept. De la même façon que tout un peu de ce qu'on vit dans la vie, c'est un concept. Prendre le temps de définir son concept personnel, je trouve que c'est vraiment clé pour vivre une vie dont on peut être pleinement épanoui. Parce que dans le concept de soi, tu définis intentionnellement qui tu es, tes valeurs, ce par quoi tu te définis, bon, tautologie. Tu définis qui tu es, tes valeurs,
tu définis ce qui te fait vivre, ce qui te fait grandir, ce qui te challenge davantage. Et mettre cette base-là même pour toi-même, ça te permet de sentir, savoir une auto-réflexion qui est, moi je dirais, qui actually fait du sens, qui te permet d'aller de l'avant. Et ça te permet de toujours pouvoir revenir et be centered. Dans le yoga, ils ont tendance à dire oh, ça m'échappe. Mais revenir to the core, be able to tout le temps revenir to the core, te sentir vraiment présent dans le moment présent et vraiment être en accord et aligné avec toi-même en fait. Donc, prends le temps qu'il faut pour vraiment définir ça. Parce que c'est ça qui après te permet de partir et de prendre les formes que tu veux. C'est ça qui te permet de, comment expliquer ça, repousser toutes les limites, être tellement sûr et tellement conscient de soi, être vraiment self-aware. Ça, pour moi, ça sera toujours la clé de faire ce que tu veux dans ta vie, d'être qui tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, être qui tu es, mais il faut toujours savoir pouvoir revenir au centre de qui tu es même en fait. Parce qu'à la fin, il y a une des lois parmi les lois universelles qui dit que tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est toujours passé à l'intérieur, et que tout ce qui se manifeste à l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Donc, prendre le temps vraiment de se poser les questions fondamentales sur son être, se découvrir en tant qu'être, parce que c'est vraiment la clé de l'abondance en fait. Merci infiniment Estelle Auréa. Merci à toi. À bientôt. Plaisir.